L'enveloppe reposait sur ma table de cuisine comme un cercueil. Blanche, impeccable, officielle, définitive. Mes doigts tremblaient lorsque je m'en suis emparé. La bague en or à ma main gauche captant pour la dernière fois la lumière de fin d'après-midi. 5 années de mariage réduites à des signatures sur des lignes pointillées. Signe, Eliza, me suis-je murmuré, ma voix résonnant dans le vide de l'appartement qui avait autrefois vibré des promesses d'éternité. Signe et c'est fini. Le stylo me semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être lorsque j'ai écrit mon nom. Eliza Ricci, Anéideum, bientôt Eliza Collins à nouveau. L'encre a légèrement bavé sur les bords, comme si elle savait d'aller aussi que tout cela était une erreur. Mais Daniel avait fait son choix. Il y a 3 mois, j'avais découvert les SMS, les reçus d'hôtel, le parfum qui n'était pas le mien. L'histoire classique d'un mari qui avait trouvé quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui n'avait pas passé les 2 dernières années à pleurer sur des tests de grossesse négatifs. Je ne manquais pas d'ironie en constatant que le test ce matin était différent. J'ai jeté un coup d'œil aux morceaux déchirés dans la poubelle. 2 lignes roses qui étaient apparues trop tard. Une blague cruelle de la part d'un univers qui n'avait jamais été particulièrement gentil avec moi. Je n'allais pas piéger un homme qui ne voulait plus de moi avec un enfant. Je ne lui dirais pas. Je ne pouvais pas. Mon téléphone a vibré, me tirant de mes pensées. « Ma sœur Mia, tu l'as fait ?» demanda-t-elle sans préambule. « Je viens de le faire, répondis-je, d'une voix plus calme que prévu. C'est fini. Tant mieux. Maintenant, habille-toi. Je t'emmène sortir ce soir. Pas de discussion. Je commençais à protester, mais je savais que c'était inutile. Mia avait décidé que j'avais besoin de me changer les idées, et une fois qu'elle avait pris une décision, toute résistance était vaine. D'ailleurs, elle avait peut-être raison. Peut-être que j'avais besoin de musique forte, de conversations futiles et d'assez d'alcool pour engourdir la douleur creuse qui envahissait ma poitrine. D'accord, ai-je concédé, mais rien d'extraordinaire. Je ne suis pas d'humeur à m'habiller. Le rire de Mia a résonné dans le téléphone. « Chérie, c'est moi qui invite. Nous allons dans un endroit spécial. Mets de la robe noire que je t'ai offerte à Noël. Celle avec la fente. » Je raccrochais, sachant que je finirais par porter exactement ce qu'elle m'avait suggéré. C'était notre dynamique. Elle poussait, je cédais. C'était comme ça depuis notre enfance. Et malgré tout, je trouvais du réconfort dans cette prévisibilité. Au moins, certaines choses ne changeaient jamais. La robe épousait mon corps d'une manière qui me rappelait que j'étais encore jeune. 28 ans, pas si vieux, même si le vide en moi semblait préhistorique. Mon reflet me fixait. Les yeux creux malgré le maquillage soigné, les cheveux tombant en boucles lâches sur mes épaules nues. J'avais l'air de quelqu'un qui jouait à se déguiser, prétendant être entière alors que des morceaux de moi étaient éparpillés dans les papiers de divorce sur ma table de cuisine et le test de grossesse déchiré dans la poubelle de ma salle de bain. Mia est arrivée dans son tourbillon habituel, tout en parfum cher et en bavardage rapide. Tu es magnifique. Tu vois, je t'avais dit que cette robe était parfaite. C'est un idiot de t'avoir laissé partir. Où allons-nous? Demandai-je, ignorant son commentaire tandis que j'enfilais des talons que je n'avais pas portés depuis des mois. Alchimie. Ses yeux brillaient d'excitation. Mon estomac se noua. La nouvelle boîte de nuit du centre-ville. Mia, il n'y a aucune chance qu'on puisse entrer. Cet endroit est impossible. Elle agita une petite carte noire entre ses doigts manucurés. Pas avec ça. Ce n'est pas possible. Comment as-tu obtenu ça? Je pris le pass VIP et examinai les lettres dorées en relief avec suspicion. Je connais des gens qui connaissent des gens. Elle haussa les épaules. Son geste dédaigneux me mit mal à l'aise. Mia avait toujours évolué dans des cercles légèrement supérieurs à notre milieu social. Mais ces derniers temps, ses relations semblaient de plus en plus mystérieuses. Le club vibrait d'énergie et d'argent, qui circulaient librement sous les lustres tamisés et entre les cordes drapées de vêtements de marque. Mia se frayait un chemin avec une aisance acquise par l'expérience, saluant d'un signe de tête les agents de sécurité qui s'écartaient sans poser de questions. Je la suivais, me sentant de plus en plus déplacé malgré mon apparence soignée. « Détends-toi » murmura-t-elle en me serrant la main alors que nous étions escortés vers une section privée délimitée par des cordes de velours. « Ce soir, c'est un nouveau départ. » La zone VIP surplombait la piste de danse depuis une position surélevée, permettant à ses occupants d'observer la foule tout en restant à l'écart.
Seule une poignée de tables occupait cet espace exclusif, chacune entourée de belles personnes dégageant la confiance tranquille de ceux qui sont habitués aux privilèges. Mia, ai-je sifflé alors qu'on nous conduisait vers une table vide. Qu'est-ce que tu ne me dis pas exactement? Son sourire vacilla, laissant apparaître quelque chose que je ne pouvais nommer. Fais-moi confiance. Je t'ai promis de m'occuper de toi, non? Un serveur apparut avec du champagne que nous n'avions pas commandé. Il versa 2 coupes avant de disparaître. Je pris la mienne, reconnaissante de cette distraction alcoolisée. À la liberté, trinqua Mia en levant son verre. À la liberté, répétai-je, même si ce mot avait un goût amer dans ma bouche. Le champagne était excellent, probablement le plus cher que j'avais jamais goûté. Je réfléchissais à cela, à quel point il était étrange de célébrer la dissolution de mon mariage avec un tel luxe, quand je le sentis. Un changement dans l'air, une ondulation dans la foule en dessous. Quelque chose avait changé. Je me tournai instinctivement vers l'entrée où une petite agitation avait lieu. La foule s'écarta comme de l'eau autour de Pierre pour laisser passer 3 hommes qui traversaient le club. Même depuis ma position surélevée, je pouvais sentir leur présence, en particulier celle de l'homme au centre. Il se déplaçait avec une grâce fluide, sans précipitation, mais avec détermination. Grand, les épaules larges, vêtu d'un costume qui semblait coûter plus cher que ma voiture. Ses cheveux foncés étaient coupés courts, contrastant avec sa peau olive. Je ne pouvais pas distinguer clairement ses traits à cette distance, mais quelque chose en lui me donnait la chair de poule. « Qui est-ce » demandai-je à Mia sans quitter des yeux le trio qui s'approchait de la zone VIP. Elle suivit mon regard, l'expression indéchiffrable. C'est Luca Moretti. Ce nom ne me disait rien, mais la révérence avec laquelle elle le prononçait me disait qu'il aurait dû et qu'il était, entre autres, le propriétaire de ce club. Elle but une gorgée de champagne, m'observant par-dessus le bord de son verre. C'est aussi grâce à lui que nous sommes ici. Je reportai mon attention sur elle. De quoi parles-tu? Mais le regard de Mia m'avait déjà quitté, et son sourire s'était élargi pour devenir éclatant et étudié. Monsieur Moretti, merci pour l'invitation. Je me figeais, soudain consciente d'une présence derrière moi, d'une subtile eau de Cologne aux notes de cèdre et de quelque chose de plus sombre, de la confiance tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Je me retournai lentement. Luca Moretti était plus impressionnant de près que je ne l'avais imaginé. La trentaine avec des traits qui auraient pu figurer sur des pièces de monnaie romaines antiques, une mâchoire forte, un nez droit, une bouche pleine aux traits sérieux. Mais ce sont ses yeux qui m'ont captivé, sombres comme la nuit, intelligents et fixés sur moi avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Mademoiselle Collins. Sa voix était grave, teintée d'un accent italien qui caressait l'anglais plutôt que de le buter. Votre sœur m'a dit que vous vous joindriez à nous ce soir. Le pluriel a immédiatement attiré mon attention. Nous? Mon regard se porta sur Mia qui évita le mien. Je suis désolé. Je pense qu'il y a eu un malentendu, commençai-je en me levant, mais je me sentis étrangement instable. Moretti s'avança et me saisit le coude d'une main pour me stabiliser. Son contact me brûla à travers le tissu fin de ma robe. Vous ne vous sentez pas bien? La pièce se mit à tourner légèrement, les couleurs se brouillant à la périphérie de mon champ de vision. J'ai juste besoin d'air, ai-je réussi à dire, même si ma langue était étrangement lourde. Il a plissé les yeux, jetant un coup d'œil à ma coupe de champagne à moitié vide avant de se tourner vers Mia. Quelque chose s'est passé entre eux, un regard que j'étais trop désorienté pour interpréter. Marco a-t-il dit d'un ton sec, et l'un de ses compagnons s'est avancé. Emmenez Mademoiselle Collins dans mon bureau. Elle a besoin de s'allonger. Non, ai-je protesté en essayant de me dégager, mais mes membres refusaient de coopérer. Mia, que se passe-t-il? Le visage de ma sœur flottait devant moi, son expression mêlant culpabilité et détermination. C'est pour ton bien, Elisa. Tu comprendras. Qu'as-tu fait? Murmurai-je. Mais l'obscurité envahissait déjà les confins de ma conscience. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir été soulevé par des bras puissants, l'odeur du cèdre m'enveloppant, tandis que la voix de Luca Moretti grondait à mon oreille. J'ai attendu longtemps pour te rencontrer, Elisa. 5 ans plus tard, je m'étais construit une nouvelle vie loin de mon passé. Nouveau nom, nouvelle ville, nouveau but. Ma petite librairie à la périphérie de Boston arrivait à peine à rentrer dans ses frais la plupart du temps. Mais elle était à moi et elle était honnête.
J'étais devenu Catherine Hayes, quête pour les quelques amis que je m'étais autorisé à me faire. Personne ne savait qu'il y avait eu Elizabeth Ritchie, cette nuit qui avait tout changé, ni ma fille Sophia, une petite fille aux yeux vifs qui venait d'avoir 5 ans, avec des cheveux et des yeux bruns qui me donnaient parfois des frissons tant ils ressemblaient à ceux d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Ce mardi après-midi était comme les autres. La lumière vive de l'automne inondait la librairie Lily's Books, tandis que j'aidais Sophia à colorier à la petite table près du rayon d'enfants. Il n'y avait aucun client dans la boutique. L'un des avantages d'être propriétaire d'une librairie à l'ère numérique. Beaucoup de moments tranquilles avec ma fille entre deux clients occasionnels. Maman, on peut manger une glace après mon rendez-vous chez le médecin demain? Demanda Sophia, la petite langue tirée en signe de concentration, tandis qu'elle colorait soigneusement les écailles d'un dragon avec un crayon violet. Si tu es courageuse avec la piqûre, bien sûr, lui ai-je promis, repoussant l'angoisse familière qui m'envahissait à chaque visite de Sophia à l'hôpital. On lui avait diagnostiqué une anémie à l'âge de 3 ans, une maladie rare nécessitant des transfusions et des examens réguliers. Les médecins étaient toujours à la recherche de meilleurs traitements, notamment de donneurs de moelle osseuse, compatibles avec son groupe sanguin rare. Je ne leur avais jamais dit qui était son père. Pour l'hôpital, il était inconnu, un coup d'un soir dont je ne me souvenais plus du nom. C'était plus facile ainsi, plus sûr. À l'autre bout du pays, dans le bureau penthouse de l'un des immeubles les plus exclusifs de Chicago, Luca Moretti terminait une réunion d'affaires lorsque sa ligne privée sonna. Peu de gens avaient ce numéro, seulement ceux qu'il considérait comme sa famille, ou ceux qui pouvaient tout aussi bien l'être étant donné leur implication profonde dans son organisation. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça légèrement les sourcils en voyant ce numéro inconnu avec l'indicatif de Boston. Dégageant ses associés d'un signe de tête, il décrocha à la 3e sonnerie. Moretti, répondit-il d'une voix sèche et professionnelle malgré la curiosité qui l'animait. Monsieur Moretti, ici le docteur Patel du Boston Children's Hospital. La voix de la femme était formelle, clinique. Je m'excuse de vous contacter directement, mais notre base de données a signalé que vos informations correspondaient potentiellement à celles d'un de nos patients, et l'affaire est quelque peu urgente. Luca se cala dans son fauteuil en cuir, les sourcils froncés. Je pense qu'il doit y avoir une erreur, docteur. Je n'ai aucun lien avec des patients à Boston. D'après nos dossiers, vous vous êtes inscrit comme donneur de moelle osseuse il y a 6 ans lors d'une campagne caritative à Chicago. Est-ce exact? Le souvenir lui revint, une opération de relations publiques suggérée par ses conseillers commerciaux légitimes. Une bonne image pour la chaîne hôtelière qui servait de vitrine à ses divers intérêts commerciaux. Je me souviens de quelque chose de ce genre, confirma-t-il prudemment. Monsieur Moretti, nous avons découvert que vous êtes compatible avec un patient de 5 ans atteint d'une forme grave d'anémie aplastique, ce qui est rare. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse et vous êtes le seul donneur compatible dans le registre national, dit-il en tapotant du bout des doigts la surface polie de son bureau, l'esprit occupé à calculer les risques d'une implication auprès d'une institution publique. Bien que je compatisse à la situation de la patiente, je ne vois pas pourquoi cela nécessite mon attention personnelle. Il existe sûrement des procédures. La patiente s'appelle Sophia Hayes. Le docteur Patel l'interrompit d'un ton professionnel inhabituellement pressant. Sa mère est enregistrée sous le nom de Catherine Hayes, mais notre dépistage génétique indique un lien de parenté avec vous. Les dates correspondent exactement à votre inscription au registre des donneurs. Luca se figea, envahi par une froide lucidité, alors que les pièces du puzzle s'assemblaient avec une précision dévastatrice. « Vous avez dit que l'enfant avait 5 ans ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement douce. « Oui, elle aura 6 ans en janvier, 5 ans et 9 mois depuis qu'Élisabeth a disparu de sa vie sans laisser de traces. » Malgré ses recherches incessantes, le timing ne pouvait pas être une coïncidence. « Envoyez-moi tout ce que vous avez sur l'enfant et la mère, » ordonna-t-il, appuyant déjà sur le bouton de l'interphone pour appeler son chef de la sécurité. « Je serai à Boston demain. » L'appel téléphonique du médecin de Sophia arriva le lendemain matin. Ce n'était pas le docteur Patel, son médecin traitant, mais le chef du service d'hématologie, une nouvelle qui me glaça le sang avant même qu'il ait prononcé plus qu'un simple bonjour. « Madame Hayes, nous avons trouvé un donneur compatible pour Sophia. » Sa voix trahissait une excitation soigneusement contenue. Une compatibilité parfaite, en fait. C'est tout à fait remarquable.
Je m'effondrais dans le fauteuil derrière le comptoir, le soulagement et l'angoisse se disputant dans ma poitrine. C'était, c'est une merveilleuse nouvelle. J'ai réussi à garder une voix calme malgré le tremblement de mes mains. Quand pouvons-nous programmer l'intervention? Le donneur a été contacté et arrive aujourd'hui par avion. Si vous pouviez amener Sophia cet après-midi pour les tests préliminaires, nous pourrions commencer les préparatifs immédiatement. Quelque chose dans son ton m'a fait hésiter. Ce donneur vient spécialement pour Sophia. C'est inhabituel, n'est-ce pas? Une brève hésitation. Le donneur est très motivé pour aider. C'est tout ce qui compte pour le traitement de Sophia. J'ai appuyé mes doigts contre mes paupières closes, luttant contre le doute qui me parcourait l'échine. Bien sûr, nous serons là à 15 heures. Après avoir raccroché, j'ai regardé fixement les rayons vides de la boutique, les dos colorés des livres se brouillant, alors que les possibilités se bousculaient dans mon esprit. Les registres de moelle osseuse étaient anonymes. Les donneurs et les receveurs n'étaient pas cessés se rencontrer avant d'au moins 1 an après la greffe, voire jamais. Quelqu'un qui venait spécialement pour le cas de Sophia n'était pas conforme au protocole normal, à moins qu'il ne sache déjà qui elle était. Maman, je peux avoir un autre biscuit? La voix de Sophia m'a sorti de ma spirale de panique. Elle se tenait à l'entrée de notre petit appartement, au-dessus de la boutique, les boucles brunes ébouriffées par sa sieste, serrant dans ses bras son lapin en peluche préféré. Je me suis forcé à sourire. Un autre, puis il faudra se préparer. Les médecins ont appelé. Ils ont peut-être trouvé un moyen de te guérir. Son petit visage s'est illuminé. Alors, plus d'aiguilles. Il y aura peut-être encore des aiguilles pendant un petit moment, lui ai-je expliqué doucement, mais ensuite, avec un peu de chance, beaucoup moins. Pendant que Sophia grignotait son biscuit, j'ai parcouru notre appartement en pilote automatique, préparant ses objets réconfortants préférés pour la visite à l'hôpital. Pendant tout ce temps, mon esprit tournait à toute vitesse. Si mes soupçons étaient fondés, il ne nous restait que quelques heures avant que ma façade soigneusement construite ne s'effondre. 5 années passées à me cacher, à regarder par-dessus mon épaule, à sursauter au moindre bruit, tout cela allait bientôt prendre fin. Je n'avais jamais révélé à personne toute la vérité sur cette nuit d'il y a 5 ans et les semaines qui avaient suivi. Comment je m'étais réveillé dans un appartement terrasse que je ne reconnaissais pas, avec Luca Moretti qui m'observait depuis l'autre bout de la pièce. Comment il m'avait expliqué avec un calme effrayant que ma sœur lui devait une dette importante, une dette qu'il avait accepté d'effacer en échange de moi. Ta sœur semblait penser que tu avais besoin d'être sauvé de ta situation, avait-il dit, ses yeux sombres et impénétrables étudiant ma réaction. Un arrangement pratique pour toutes les parties concernées. J'avais été retenu dans cet appartement pendant près de 2 mois. Pas exactement comme une prisonnière. Les portes n'étaient pas verrouillées, mais la sécurité dans tout le bâtiment rendait impossible de partir sans que Luca le sache. Il n'avait pas été gentil, mais pas cruel non plus. Il est attentif, possessif, intense d'une manière qui aurait dû me terrifier, mais qui avait au contraire réveillé quelque chose que je n'avais jamais ressenti avec Daniel. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, tout a changé. La révélation m'a frappé comme un coup physique un matin, alors que Luca partait en voyage d'affaires. La période de brouillard, les nausées que j'avais attribuées au stress, la sensibilité, tout s'est soudainement mis en place avec une clarté dévastatrice. Je me suis enfui cette nuit-là, en profitant de la seule faille dans la sécurité que j'avais découverte au cours de mes semaines d'observation minutieuse. La fenêtre de 30 minutes pendant laquelle les gardes changeaient de corps et Luca était à sa réunion hebdomadaire avec ses capitaines. Je n'avais rien emporté d'autre que les vêtements que je portais et assez d'argent pour acheter un ticket de bus pour n'importe où. Ma seule erreur avait été d'utiliser mon vrai nom à l'hôpital lorsque Sophia était née. Une erreur de débutante née de la douleur, de l'épuisement et de la césarienne d'urgence qui m'avait laissé trop faible pour réfléchir clairement à un pseudonyme. Je l'avais corrigé par la suite, devenant Catherine Hayes avec l'aide d'une infirmière compatissante qui avait supposé que je fuyais la violence domestique. Mais cette première trace existait quelque part. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, il l'avait conduit jusqu'à nous. Le Boston Children's Hospital était un monument resplendissant dédié à la médecine moderne. Tout en vert et en couleurs vives, il était conçu pour paraître moins intimidant aux jeunes patients. Sophia me devança en sautillant à l'entrée, oubliant momentanément sa maladie dans l'excitation de l'air de jeu du hall. Je la suivais plus lentement,
Tous mes nerfs en alerte. Le trajet en ascenseur jusqu'au service d'hématologie au 5e étage m'a semblé interminable. J'ai serré la petite main de Sophia dans la mienne, essayant de ne pas montrer la peur qui menaçait de m'étouffer. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux sombres si semblables à ceux de son père, écarquillés d'une inquiétude innocente. « Tu as peur, maman ?» Je me suis agenouillé à sa hauteur, écartant une boucle de son front. Un peu, mais seulement parce que je t'aime tellement et que je veux que tu guérisses. Elle acquiesça avec la sagesse solennelle dont seuls les enfants sont capables. C'est normal d'avoir peur parfois. Le docteur Patel nous accueillit avec son professionnalisme chaleureux habituel, mais je détectais une tension inhabituelle dans ses mouvements lorsqu'elle nous conduisit à la salle d'examen. Elle semblait étudier Sophia avec un intérêt nouveau. Ou peut-être était-ce simplement ma paranoïa qui parlait. « Nous allons devoir faire une prise de sang pour des tests préliminaires », expliqua-t-elle à Sophia, qui se tourna immédiatement vers moi pour être rassurée. « Ensuite, nous aimerions faire un scan rapide pour préparer l'intervention. »« Ça va faire mal ?» demanda Sophia d'une petite voix. « Juste une petite piqûre, » promit le docteur Patel. « Tu as été si courageuse pendant tous tes traitements. Ce n'est pas différent. » Pendant que l'infirmière se préparait pour la prise de sang, le docteur Patel m'a fait signe de sortir de la pièce. Le couloir était calme. La plupart des rendez-vous de la journée étaient déjà terminés. « Madame Hayes, a-t-elle commencé à voix basse. Je veux être transparente avec vous. Le donneur compatible avec Sophia. Il a demandé à vous rencontrer en privé avant de poursuivre. Un frisson m'a parcouru. C'est contraire au protocole. En effet, a-t-elle admis, l'air mal à l'aise. Mais compte tenu des circonstances et de l'urgence de l'état de Sophia, j'ai fait une exception. Quelles circonstances, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Le docteur Patel a hésité. Les marqueurs génétiques suggèrent un lien familial entre le donneur et Sophia. Un lien étroit. J'ai fermé les yeux un instant. Il est là, n'est-ce pas, dans mon bureau. Elle m'a regardé avec compassion. Je ne connais pas votre situation, Madame Hayes, et ce n'est pas à moi de vous poser des questions. Mais cet homme est peut-être la seule chance de Sophia. L'image de Sophia, pâle et de plus en plus faible à cause des transfusions, son petit corps menant un combat qu'il ne pouvait gagner sans aide, a renforcé ma détermination. J'affronterai le diable en personne pour ma fille. Je vais lui parler, ai-je concédé. Mais pas avant que Sophia ait terminé ses examens, et je ne veux pas qu'il s'approche d'elle pour l'instant. Le docteur Patel a acquiescé. Bien sûr, nous aurons besoin d'environ 30 minutes pour les analyses sanguines et le scanner. Mon bureau se trouve au bout du couloir quand vous serez prête. Les 30 minutes de marche jusqu'à ce bureau m'ont semblé être une marche vers la potence. Chaque pas me demandait un effort monumental, mon corps luttant contre l'inévitable confrontation qui m'attendait derrière cette porte. Je m'arrêtais devant la porte, la main suspendue au-dessus de la poignée, rassemblant les fragments de mon courage. J'avais répété ce moment dans mes cauchemars pendant 5 ans. Ce que je dirais, comment j'expliquerais, si je supplierais ou si je resterais provocante. Aucune de ces préparations mentales ne semblait adéquate maintenant que le moment était venu. Prenant une profonde inspiration, j'ouvris la porte. Luca Moratti se tenait à la fenêtre, dos à la porte, sa silhouette se découpant dans le soleil de fin d'après-midi. Il avait toujours eu cette étrange capacité à remplir une pièce de sa présence, et 5 ans n'avaient en rien diminué ce pouvoir. Au contraire, l'homme devant moi semblait plus grand, plus imposant que celui dont je me souvenais. Ou peut-être était-ce simplement le poids de ce qui nous séparait. Il se retourna lentement, et je luttais contre l'envie de reculer. Son visage était plus mince que dans mon souvenir, ses traits plus anguleux, une nouvelle cicatrice traçant une fine ligne le long de sa mâchoire. Mais ses yeux sombres et pénétrants, étaient exactement comme dans mon souvenir, exactement comme je les voyais chaque jour dans le visage de notre fille. Elizabeth, mon nom dans sa bouche me semblait être une intrusion, une revendication. « C'est Catherine maintenant, » répondis-je, fier que ma voix reste ferme. Le coin de sa bouche se releva légèrement. Ce n'était pas tout à fait un sourire, plutôt une reconnaissance d'un coup dans une partie d'échecs. Bien sûr que oui. Un silence s'installa entre nous, électrique, chargé d'accusations tacites. Je me forçais à entrer complètement dans la pièce et refermais la porte derrière moi. « Comment nous as-tu trouvés ?» demandai-je finalement. « Ce n'est pas moi, c'est le destin. » Il s'éloigna de la fenêtre, chaque pas mesuré et délibéré.
C'est assez poétique, tu ne trouves pas? Parmi tous les donneurs de moelle osseuse dans le monde, le seul compatible avec notre fille est son père. L'utilisation désinvolte du mot « notre fille » fit monter la colère en moi. Elle ne l'est pas. Ne fais pas ça. Sa voix était tranchante comme une lame, même s'il n'avait pas haussé le ton. Ne nous insulte pas tous les deux avec tes dénégations. Je l'ai vu. Le timing est parfait et les marqueurs génétiques le confirment sans l'ombre d'un doute. J'ai dégluti péniblement. Tu l'as vu? À travers la vitre d'observation pendant son scanner, elle a les boucles de ma mère. Quelque chose a traversé son visage, une émotion que je n'ai pas pu identifier. Tu aurais dû me le dire. Pour que tu puisses quoi? Ajouter un enfant à ta collection de possessions? Les mots sortirent plus durs que je ne l'aurais voulu. L'utiliser comme moyen de pression pour me garder prisonnière. Il bougea alors, réduisant la distance entre nous à une vitesse alarmante. Je tressaillis, mais je restai sur place alors qu'il s'arrêtait à quelques centimètres de moi, assez près pour que je puisse sentir les notes familières de cèdre de son eau de Cologne. C'est ce que tu penses de moi? Demanda-t-il calmement, dangereusement. Que j'utiliserais mon propre sang comme monnaie d'échange. Je ne sais pas de quoi tu es capable, ai-je murmuré. C'est pour ça que je me suis enfui. Il a serré les mâchoires. Tu t'es enfui parce que tu avais peur. Pas de moi, de ce que tu ressentais pour moi. Ne te flatte pas, ai-je rétorqué. Même si ces mots sonnaient creux, même à mes propres oreilles. Je me suis enfui parce que j'étais retenu contre mon gré par un homme qui m'avait acheté à ma sœur pour régler une dette. C'est ainsi que tu t'en souviens? Son expression s'assombrit. Ta sœur est venue me supplier de vous protéger toutes les deux. Ton ex-mari avait des relations avec des gens encore plus dangereux que tu ne le pensais. Des gens qui n'étaient pas contents de son divorce, de l'argent qu'il leur devait et qu'il prétendait que tu avais pris. Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. De quoi parles-tu? Daniel était comptable. Daniel détournait de l'argent des comptes liés au cartel Vasquez. Quand ils ont commencé à se rapprocher, il a essayé de te faire porter le chapeau. Il a prétendu que vous aviez transféré l'argent à son insu pendant la procédure de divorce. Luca ne quittait pas mes yeux des siens, évaluant ma réaction. Votre sœur l'a découvert grâce à l'un de ses nombreux contacts. Elle est venue me demander de l'aide, sachant que mon organisation avait le pouvoir de tenir la famille Vasquez à distance. Mon esprit était en ébullition, luttant pour assimiler cette nouvelle information par rapport au récit que je m'étais construit au cours des 5 dernières années. Pourquoi ne m'en a-t-elle pas simplement parlé? L'auriez-vous cru? Ou serais-tu retourné directement vers Daniel pour exiger des explications? Il secoua légèrement la tête. Mia te connaissait suffisamment pour savoir que tu avais autant besoin d'être protégé de toi-même que d'eux. Donc, me garder enfermé dans ton appartement pendant 2 mois était une protection? Je le défiais, même si le doute commençait à s'insinuer dans mon esprit. Les portes n'étaient jamais verrouillées. Elizabeth, sa voix s'adoucit légèrement. Tu aurais pu partir à tout moment. Je t'aurais fourni une sécurité, une nouvelle identité, un endroit sûr loin de Chicago. Il t'aurait suffi de demander. Son regard se durcit à nouveau. Au lieu de cela, tu as disparu dans la nuit, enceinte de mon enfant, et tu t'es assuré que je ne puisse pas te retrouver. L'accusation planait entre nous, lourde de 5 années de perte et de colère. Avant que je puisse répondre, un coup à la porte rompit la tension. Le docteur Patel entra, l'expression professionnellement neutre malgré l'électricité palpable dans la pièce. Madame Hayes, Sophia vous demande. Nous avons terminé les tests préliminaires. J'acquiesçais, reconnaissante de cette interruption. J'arrive tout de suite. Alors que je me dirigeais vers la porte, la voix de Luca m'arrêta. Je vais procéder au don. Quoi qu'il arrive entre nous, ces mots étaient mesurés, contrôlés. Mais ne vous y trompez pas, Elisabeth. Je n'ai pas l'intention de rester un étranger pour ma fille après cela. Je me retournai pour le regarder une dernière fois. Elle s'appelle Sophia. Elle a 5 ans. Elle aime les dragons violets, la glace au chocolat et les histoires de princesses qui se sauvent d'elles-mêmes. Elle est le centre de mon univers, et je ferai tout, absolument tout, pour la protéger. Moi aussi, répondit-il simplement. Il semble que nous ayons enfin quelque chose en commun. Je quittai la pièce avec ces mots résonnant dans mes oreilles, la certitude que rien ne serait plus jamais pareil, qui m'enveloppait comme un linceul. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans un étrange entre-deux, entre passé et présent,
entre souvenir et réalité. La présence de Luca à l'hôpital était impossible à ignorer, non seulement pour moi, mais pour tout le monde. Le personnel chuchotait à son passage. La sécurité semblait s'être multipliée du jour au lendemain, et même le docteur Patel, d'ordinaire imperturbable, montrait des signes de nervosité lorsqu'il s'adressait directement à lui. Il se déplaçait dans les couloirs de l'hôpital comme s'il en était le propriétaire, ce qui, pour autant que je sache, était peut-être le cas désormais. Des ressources qui n'étaient pas disponibles pour le traitement de Sophia se sont soudainement matérialisées. Des spécialistes sont venus de tout le pays. Une chambre privée à l'étage pédiatrique a été transformée du jour au lendemain avec un meilleur équipement, un mobilier confortable et suffisamment de jouets pour remplir un petit magasin. Maman, cet homme est-il mon papa? A demandé Sophia le troisième jour, sa question interrompant le conte de fées que je lui lisais avec la précision dévastatrice dont seuls les enfants sont capables. Mon livre tomba de mes doigts engourdis. Qu'est-ce qui te fait dire ça, ma chérie? Elle haussa les épaules, ses petites épaules se soulevant et s'abaissant sous sa blouse d'hôpital. Les infirmières chuchotent à son sujet et il me regarde comme le papa de Lily regarde sa fille. Lily était sa meilleure amie depuis la maternelle. De plus, ajouta-t-elle avec une logique enfantine, il a les mêmes yeux que moi. Comment expliquer à une enfant de 5 ans la danse compliquée de la peur, de la protection et du regret qui avait éloigné son père de sa vie? Comment justifier des choix faits dans des moments désespérés sans briser sa compréhension innocente du monde? Oui, ai-je finalement admis. La vérité était à la fois un soulagement et un fardeau. C'est ton père. Il ne m'aime pas. Sa lèvre inférieure trembla légèrement. C'est pour ça qu'il n'est jamais venu avant. Oh, Sophia, je serrais son petit corps contre le mien, en faisant attention à la perfusion. Non, ma chérie. Il ne savait pas que tu existais. C'était une histoire compliquée d'adulte. Mais il est là maintenant parce qu'il veut t'aider à guérir. Elle réfléchit à cela avec la solennité propre aux enfants. Il restera après ma guérison. La question que j'avais évitée, même dans mes propres pensées. Je ne sais pas, ma chérie. C'est quelque chose que nous devrons déterminer ensemble. Plus tard dans la soirée, après que Sophia se soit endormie, j'ai trouvé Luca qui attendait dans le petit salon familial adjacent à sa chambre. Il avait retiré sa veste de costume, ses manches de chemise blanche impeccables étaient retroussées, révélant des avant-bras musclés et ornés d'un tatouage complexe dont je ne me souvenais pas. Un loup stylisé encerclait son poignet droit. Elle sait, dis-je sans préambule, en fermant doucement la porte derrière moi. Il leva les yeux de la tablette qu'il était en train d'étudier. Elle sait quoi? Que tu es son père. Elle l'a deviné toute seule. Quelque chose passa sur son visage. De la fierté peut-être, ou de la satisfaction. Elle est perspicace comme sa mère. Elle veut savoir si tu resteras après la greffe. Je m'effondrais dans le fauteuil en face de lui, soudainement épuisé. Je ne savais pas quoi lui dire. Luca mit sa tablette de côté, m'accordant toute son attention. L'intensité de son regard n'avait pas diminué au fil des ans. Au contraire, il était devenu plus concentré, plus déterminé. « Que veux-tu que je lui dise ?» demanda-t-il doucement. « La vérité serait bien, répondis-je, une pointe d'agacement dans la voix. Mais je ne suis pas sûr que l'un de nous deux sache encore ce qu'est la vérité. » Il se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux. « Voici ma vérité, Elisabeth. J'ai une fille dont je ne connaissais pas l'existence il y a encore 3 jours. Une fille qui a besoin de moi. Pas seulement de ma moelle osseuse, mais de moi. Je n'ai pas l'intention de disparaître à nouveau de sa vie, volontairement ou non, l'accusation implicite planait entre nous. Et voici la mienne, rétorquai-je. J'ai passé 5 ans à construire une vie où ma fille est en sécurité, une vie normale avec des amis, l'école et des fêtes d'anniversaire. Pas une vie où elle est surveillée par des gardes, où on lui apprend à craindre les ombres, ou à se demander si son père rentrera couvert de sang ou s'il ne rentrera pas du tout. Il serra les mâchoires. « C'est ainsi que tu imagines sa vie? Dis-moi que je me trompe. » Au lieu de répondre, il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre donnant sur le jardin de l'hôpital, désormais plongé dans l'obscurité en cette fin de soirée. Les choses ont changé en 5 ans. Vraiment, ai-je rétorqué, ou es-tu simplement devenu plus doué pour les cacher? Il s'est retourné, la lumière ambiante du couloir éclairant les angles de son visage. Je ne m'excuserai pas pour qui je suis ou ce que j'ai construit. Mais je vais te dire une chose. Tout ce que j'ai fait, c'était pour assurer un avenir, un héritage.
Son regard fixait le mien sans faiblir. Je n'avais jamais compris pourquoi jusqu'à présent. Quelque chose dans son ton fit bondir mon cœur. Avant que je puisse répondre, son téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil, son expression se durcissant instantanément. Nous avons un problème, dit-il. Passons aux affaires maintenant. Mon équipe de sécurité a détecté des schémas de surveillance inhabituels autour de l'hôpital. Quelqu'un observe et ce n'est pas mon équipe. Une froide terreur m'envahit. Tu penses que c'est eux? Les gens avec lesquels Daniel était impliqué? C'est une possibilité que nous ne pouvons ignorer. Il se dirigeait déjà vers la porte. Je double la sécurité à cet étage. Personne n'entre sans mon autorisation personnelle. Luca, l'appelai-je, la voix étranglée. S'il lui arrive quoi que ce soit, il s'arrêta et se retourna. Pendant un bref instant, son masque de maîtrise tomba, révélant quelque chose de brut et de féroce. Il ne lui arrivera rien. Ni à elle, ni à toi. Pas tant que je vivrai. Puis il disparut, me laissant seul avec le poids de vieilles peurs et de nouvelles incertitudes. La greffe était prévue pour le lendemain matin. Le docteur Patel avait expliqué le processus en détail. Ils allaient prélever de la moelle osseuse dans les hanches de Luca, puis l'injecter dans le sang de Sophia, où les cellules souches saines devraient, espérons-le, atteindre sa moelle osseuse et commencer à produire des cellules sanguines saines. Ce n'est pas un remède instantané, avait-elle prévenu. La période de convalescence est longue et il existe des risques de complications. Mais étant donné la compatibilité HLA parfaite, les chances de Sophia sont excellentes. J'ai passé cette nuit dans le fauteuil inclinable à côté du lit de Sophia, à la regarder dormir, ses cils noirs projetant des ombres sur ses joues trop pâles, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme qui était devenu le son le plus essentiel de mon univers. La peur et l'espoir se disputaient en moi tandis que j'essayais d'imaginer notre vie après ce tournant décisif. Luca demanderait-il la garde? Tenterait-il de nous ramener à Chicago? Si c'était le cas, me battrais-je contre lui? Devrais-je le faire? L'aube se leva sans apporter de réponse, seulement la routine silencieuse du changement d'équipe et le doux bip des moniteurs. Luca apparut à 6 heures, fraîchement douché et vêtu des vêtements fournis par l'hôpital pour l'intervention. Malgré ses vêtements utilitaires, il dégageait toujours une certaine autorité, saluant d'un signe de tête le personnel de sécurité posté devant la chambre de Sophia lorsqu'il entra. « Bonjour », dit-il d'une voix douce en regardant Sophia endormie. « Elle a bien dormi? Aussi bien que possible. » Je me redressai sur ma chaise, grimaçant lorsque mes muscles raides protestèrent. Les médicaments préopératoires la rendent somnolente. Il s'approcha du lit, ses mouvements soigneusement mesurés, comme s'il avait peur de troubler l'air qui l'entourait. Avec une hésitation inhabituelle, il tendit la main, ses doigts effleurant à peine une boucle sombre sur son front. « Elle ressemble à ma mère », murmura-t-il plus pour lui-même que pour moi. Les mêmes boucles, le même menton obstiné. « Elle a vos yeux », m'entendis-je dire. Et ta concentration quand elle travaille sur quelque chose, un dessin, un puzzle, le monde entier disparaît pour elle. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Ma mère disait souvent que j'étais né avec un air concentré et renfrogné. Cet aperçu de son passé, offert spontanément, me prit au dépourvu. Au cours de notre relation il y a 5 ans, Luca avait rarement parlé de sa famille ou de son enfance. Les murs autour de ses souvenirs semblaient impénétrables. « Ta mère voudra-t-elle la rencontrer ?» demandai-je, avant de regretter immédiatement ma question, en voyant son expression se crisper. Ma mère s'est décédée il y a 3 ans. Sa voix était soigneusement neutre. D'un cancer, elle aurait adoré Sophia. « Je suis désolé, dis-je sincèrement. » Avant qu'il n'ait le temps de répondre, Sophia remua et ouvrit les yeux. Ses yeux sombres et insondables, si semblables à ceux de l'homme debout à côté d'elle. Elle cligna lentement des paupières, son regard passant de moi à Luca, avec une confusion endormie qui se transforma rapidement en curiosité. « Es-tu vraiment mon papa ?» demanda-t-elle d'une voix faible mais directe. Luca resta immobile, comme s'il craignait que le moindre mouvement ne brise ce moment. « Oui », répondit-il simplement. Elle l'étudia avec une intensité qui démentait son âge. « Où étais-tu avant ?» J'ouvris la bouche pour intervenir, pour la protéger de l'explication compliquée qui allait suivre, mais Luca leva légèrement la main, non pas pour me faire taire, mais pour me demander une confiance que je n'étais pas sûr de pouvoir lui accorder.
Je ne savais pas pour toi, dit-il en choisissant soigneusement ses mots. Si j'avais su, rien ne m'aurait empêché d'être là. Sophia réfléchit à cela. Pas même les méchants. Un éclair passa sur son visage. Surprise, amusement, inquiétude. Pas même les pires méchants du monde. Elle acquiesça, acceptant cela avec la logique simple de l'enfance. Maman dit que tu vas me donner ta moelle osseuse pour que je guérisse. Ça va te faire mal. Un peu, admit-il, mais ça en vaut la peine. Parce que je suis ta fille, parce que tu es ma fille, confirma-t-il. Et l'émotion brute dans sa voix me fit frissonner. D'accord. Elle tendit sa petite main et après un moment d'hésitation, il la prit dans la sienne, beaucoup plus grande. Merci de me guérir, papa. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Simple, profond, irrévocable. Je regardais Luca Moretti, l'homme dont le nom était murmuré avec crainte dans les bas-fonds de Chicago, lutter pour garder son sang-froid face à l'acceptation inconditionnelle de cet enfant de 5 ans. De rien, Piccolola, dit-il finalement, la voix rauque. C'est un honneur pour moi. Ce moment fut interrompu par l'arrivée du docteur Patel et de son équipe, venus les préparer tous les deux pour l'intervention. Alors qu'ils emmenaient Luca vers une salle d'opération et Sophia vers une autre, il croisa mon regard à travers le couloir. « Prends soin de notre fille, lui dis-je doucement, lui tendant la seule branche d'olivier que je savais offrir. « Toujours, répondit-il, un serment plus contraignant que n'importe quel contrat. L'attente était insupportable. Je faisais les 100 pas dans la petite salle de consultation, vérifiant mon téléphone de manière obsessionnelle, même si je savais que le docteur Patel viendrait en personne me donner des nouvelles. L'équipe de sécurité de Luca maintenait une présence discrète mais indéniable dans tout l'étage. Leurs oreillettes et leur posture vigilante, les identifiant aussi clairement que des uniformes l'auraient fait. Marco, que j'avais reconnu comme étant le bras droit le plus fidèle de Luca il y a 5 ans, apparaissait régulièrement avec du café et des paroles rassurantes. « L'opération de M. Moretti se passe bien », m'informa-t-il lors de sa 3e visite. « Il m'a demandé de vous tenir au courant. » J'acquiesçais, acceptant le café avec un murmure de remerciement. Y a-t-il eu des développements concernant la surveillance dont il a parlé? L'expression de Marco est restée professionnellement neutre. La situation est sous contrôle. Vous devez rester concentré sur Sophia. Cette non-réponse était une réponse suffisante. Quoi ou qui que ce soit qui surveillait l'hôpital, c'était réel et les hommes de Luca s'en occupaient. J'ai décidé de ne pas demander ce que cela impliquait. 4 heures plus tard, le docteur Patel est enfin apparu. Elle portait toujours sa Charlotte, mais son visage était détendu. Les 2 interventions se sont parfaitement déroulées, annonça-t-elle. Luca est en salle de réveil et devrait être transféré dans sa chambre dans l'heure qui suit. Nous venons de commencer la perfusion de Sophia. Les cellules transplantées sont en train d'être introduites dans son sang. Le soulagement me fit fléchir les genoux. Je m'effondrais sur une chaise, couvrant mon visage de mes mains tremblantes. Quand saurons-nous si cela fonctionne? Cela prendra du temps, m'avertit-elle en s'asseyant en face de moi. Les 100 premiers jours suivant la greffe sont critiques. Sophia devra rester en isolement pendant au moins les 30 premiers jours, le temps que son système immunitaire se reconstruit. Nous surveillerons quotidiennement sa numération globulaire pour suivre le processus de prise de greffe. Et après ces 100 jours, ai-je demandé, calculant déjà comment gérer la librairie, comment créer un semblant de normalité dans l'environnement stérile de l'hôpital. Si tout se passe bien, elle pourra rentrer chez elle en prenant certaines précautions. Son système immunitaire restera vulnérable pendant 1 an, mais de nombreux enfants reprennent l'école et leurs activités habituelles dans les 6 mois. Chez elle. Ce mot résonnait comme un écho creux. Le petit appartement au-dessus de ma librairie me semblait désormais incroyablement lointain, une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas imaginer Luca Moretti permettre à sa fille, et par extension à moi-même, de simplement retourner à notre existence tranquille à Boston, comme si la semaine écoulée n'avait jamais eu lieu. Quand pourrais-je la voir? Démandai-je, mettant de côté les questions plus importantes pour l'instant. Elle est en train d'être installée dans la chambre d'isolement. Vous pourrez la voir dans environ 30 minutes, une fois que nous aurons terminé l'installation. Le docteur Patel hésita. Monsieur Moretti a demandé à vous voir d'abord dans sa chambre de convalescence. Bien sûr, même depuis son lit d'hôpital, Luca s'attendait à ce que le monde se plie à sa volonté. Certaines choses ne changeaient jamais. Je le trouvais dans une chambre privée à l'autre bout de l'étage, à l'opposé de celle de Sophia. Il était assis dans son lit, toujours pâle mais alerte, un téléphone à la main,
malgré les objections probables de l'infirmière concernant les appareils électroniques. Lorsque je suis entré, il l'a immédiatement mis de côté, son attention se portant sur moi avec cette intensité familière. Sophia, a-t-il demandé sans préambule. En isolement, la perfusion est en cours. Je suis resté près de la porte, gardant mes distances. Le docteur Patel dit que tout s'est parfaitement déroulé. Il a hoché la tête une fois, la satisfaction se lisant dans le léger relâchement de ses épaules. Bien, c'est bien. Un silence gênant s'installa entre nous, rempli de questions non posées et d'accusations tacites. Finalement, je fis un pas en avant, me forçant à combler le fossé, physique et métaphorique. Merci, dis-je doucement, pour ce que vous avez fait aujourd'hui pour Sophia. C'est ma fille. La simplicité de sa déclaration contenait une multitude de sens. Vous n'avez pas besoin de me remercier pour cela. Mais je le fais quand même. Je me suis rapproché, m'asseyant prudemment sur le bord de la chaise réservée aux visiteurs. Quoi qu'il se soit passé entre nous, vous n'avez pas hésité quand elle avait besoin de vous. C'est important. Ses yeux sombres m'ont scruté, cherchant quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir donner. Nous devons discuter de la suite, Elisabeth. Catherine, l'ai-je corrigé automatiquement. Un soupçon de sourire a effleuré ses lèvres. Pas pour moi. Jamais pour moi. La possessivité de ces mots aurait dû me mettre en colère. Au lieu de cela, ils ont envoyé une chaleur perfide dans mes veines. Un rappel des sentiments que j'avais passé 5 ans à enfouir. Que veux-tu, Luca? Ai-je demandé directement. Quel est ton objectif final ici? La famille. Il a répondu sans hésitation. Que ma fille connaisse son père. Toi. Il a fait une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. Que vous soyez en sécurité. Tous les deux? En sécurité par rapport à quoi? Son expression s'est assombrie. Marco a confirmé nos soupçons. Le cartel Vasquez a recherché des correspondances inhabituelles dans le registre des donneurs de moelle osseuse, à la recherche de liens familiaux pour vous localiser. Ils n'ont jamais cru que vous n'étiez pas impliqué dans le détournement de fonds de Daniel. Un frisson familier m'a parcouru l'échine. Après tout ce temps, pourquoi s'en souciait-il encore? Daniel n'avait pas seulement pris de l'argent, il avait des informations. Des noms, des origines, des relations. Il pense que vous les avez. Il bougea, grimaçant légèrement lorsque le mouvement tira sur son site chirurgical. Il surveille l'hôpital. Mes hommes ont intercepté l'un de leurs éclaireurs hier soir. Oh mon Dieu! Je portais ma main à ma bouche, les implications me frappant comme un coup physique. Sophia est protégée. Il intervint fermement. Personne ne l'approchera. Mais cela change la donne, Elizabeth. Tu ne peux pas retourner à ta vie à Boston. Pas maintenant. Les murs semblent se refermer sur moi. Les options disparaissent une à une. Que suggères-tu? Que je fasse nos valises et que je disparaisse à nouveau? Je te suggère de rentrer à la maison, dit-il doucement. À Chicago, avec moi. Chicago? Le mot resta suspendu entre nous, chargé d'histoire et d'implications. Ce n'est plus notre maison. Ça pourrait le redevenir. Sa voix restait posée, raisonnable. Je peux t'offrir là-bas une sécurité impossible ailleurs. Mon territoire, mes hommes, mes ressources, ton monde. Je contrecarre tes dangers. Il soupira. Une rare manifestation de frustration transparaissait derrière son apparence calme. Les dangers existent où que tu sois. C'est ce qu'aujourd'hui a prouvé. Au moins à Chicago, je peux contrôler les variables. Je me levai, ayant besoin de bouger pour évacuer le tumulte qui m'habitait. Et à quoi ressemblerait exactement cet arrangement? Sophia et moi vivant dans un complexe protégé, surveillé à chaque instant. Sans liberté, sans normalité. C'est ce que tu penses que je te propose? Une lueur de douleur traversa son visage avant de disparaître derrière son masque habituel. Une prison, n'est-ce pas? Lucas se redressa, grimaçant légèrement sous l'effort. J'ai une maison, une vraie maison à Lake Forest. 17 acres, des bois, une plage privée au bord du lac. La sécurité est discrète mais complète. Sophia pourrait fréquenter les meilleures écoles, bénéficier des meilleurs soins médicaux, mener une vie normale avec juste les protections dont la plupart des enfants n'ont pas besoin. Le tableau qu'il brossait était séduisant et paisible, presque ordinaire, si l'on ignorait la violence implicite qui maintenait tout cela en place. Et où est-ce que je me situe dans ce scénario? Demandai-je, allant droit au but. Que suis-je exactement pour vous dans ce nouvel arrangement? Ses yeux s'assombrirent. Savez-vous ce que vous êtes pour moi, Elisabeth? Non. Je le provoquai en m'approchant de son lit. Je ne sais pas.
Il y a 5 ans, j'étais un bien, quelque chose que vous avez acquis pour régler la dette de ma sœur. Est-ce toujours ainsi que vous me voyez? Comme quelque chose qui vous appartient? Est-ce vraiment ce que vous croyiez qu'il s'est passé? Il m'a saisi le poignet, fermement mais sans me faire mal, m'obligeant à le regarder directement. Votre sœur est venue me voir, terrifiée pour votre vie. Elle avait découvert les liens de Daniel avec le cartel. L'argent qu'il avait transféré sur des comptes à ton nom. Ils en avaient après vous deux. Je lui ai offert ma protection en échange de quoi elle rembourserait ses dettes envers moi. En me donnant à toi, ai-je ajouté. En nous présentant, a-t-il corrigé, son pouce effleurant mon pouls dans un geste si familier qu'il m'a fait mal au cœur. Ce qui s'est passé entre nous par la suite ne faisait partie d'aucun arrangement. Les souvenirs ont afflué. La peur initiale a laissé place à la fascination, puis au désir. La façon dont il ne m'avait jamais poussé, jamais exigé, mais avait simplement attendu avec la patience d'un prédateur que je vienne à lui. La nuit où je l'avais enfin fait, incapable de nier plus longtemps l'attirance entre nous. Tu ne m'as jamais parlé de Daniel, dis-je doucement en retirant ma main de la sienne. Si ce que tu dis est vrai, pourquoi m'avoir caché cela? M'aurais-tu cru? Ou serais-tu retourné directement vers lui pour exiger des explications, te mettant ainsi directement dans leur ligne de mire? Son expression était sombre. Tu étais plus en sécurité en ne sachant pas. Ce n'était pas à toi de décider. Non, concéda-t-il, mais je l'ai fait quand même pour te protéger. Je me détournai et me dirigeai vers la fenêtre qui donnait sur le parking de l'hôpital en contrebas. Des gens ordinaires menant une vie ordinaire, inconscients des courants qui agitaient la surface de leur réalité. J'ai construit quelque chose à Boston, finis-je par dire. Une vie, une entreprise, des amis. Ce n'était ni grandiose ni passionnant, mais c'était à moi. À nous. Je comprends, répondit-il d'une voix plus douce, et je ne te demande pas d'abandonner tout cela immédiatement. La convalescence après la greffe prendra des mois. Profite de ce temps pour prendre ta décision, préparer Sophia, régler tes affaires à Boston. Je me suis retourné vers lui, cherchant un signe de tromperie sur son visage. Et si je décide de ne pas venir à Chicago, un muscle de sa mâchoire s'est contracté. Alors je t'assurerai la sécurité où que tu choisisses d'aller. Mais je resterai présent dans la vie de Sophia. Ce n'est pas négociable. Avant que je puisse répondre, un coup sec à la porte précéda l'entrée de Marco. Son visage habituellement impassible montrait de subtils signes de tension. Patron, nous devons avancer le calendrier. Nos sources indiquent une augmentation des mouvements du cartel dans la région. L'attitude de Luca changea instantanément, la brève vulnérabilité que j'avais entrevue disparaissant sous le manteau de l'autorité. Combien? Au moins 3 véhicules qui tournent autour du périmètre. Nos agents locaux confirment que le neveu de Vasquez dirige l'opération. Une peur glaciale m'envahit. Ils viennent d'ici maintenant. Marco me jeta un bref regard avant de se tourner à nouveau vers Luca. Nous avons renforcé la sécurité de l'hôpital et alerté nos contacts au sein de la police de Boston. La situation est sous contrôle pour l'instant, mais les hôpitaux sont des lieux publics. Luca termina en tendant déjà la main vers son téléphone. Trop de points d'accès, trop de civils. Il passa un appel rapide, parlant rapidement en italien avant de raccrocher. Marco, dit-il, préparez-vous à un transfert immédiat dès que j'aurai reçu l'autorisation. Protocole 7. Attendez, ai-je interrompu, paniqué. Transféré où? Sophia ne peut pas être déplacée. Elle vient de subir une greffe. Elle doit être isolée sous surveillance médicale. C'est pourquoi nous transférons la surveillance médicale dans un lieu sécurisé, a expliqué Luca, d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. J'ai réservé un établissement médical privé dans ma propriété à l'extérieur de la ville. Le docteur Patel et son équipe principale nous accompagneront. Vous ne pouvez pas, ai-je commencé. Je peux et je le ferai, m'a-t-il interrompu d'une voix plus dure. Ce n'est pas une négociation, Elizabeth. Il s'agit de la vie de Sophia. Ce rappel brutal a fait taire mes objections. Même si je n'aimais pas que Luca prenne des décisions unilatérales, il n'avait pas tort. Si le cartel nous avait trouvés, l'hôpital était dangereusement exposé. Je dois rester avec Sophia, dis-je en reculant vers la porte. Elle va être effrayée par toute cette agitation. Luca acquiesça. Marco t'accompagnera. Ne la quitte pas jusqu'à ce que je vienne vous chercher toutes les deux. La salle d'isolement où Sophia se remettait avait été transformée depuis la dernière fois que je l'avais vue.
Le matériel médical était préparé pour le transport. Le personnel s'affairait avec une urgence contrôlée et deux hommes que je ne reconnaissais pas, mais que j'identifiais immédiatement comme étant les gardes du corps de Luca, se tenaient discrètement près de la porte. Le docteur Patel vérifiait les signes vitaux de Sophia, son attitude professionnelle légèrement tendue. Elle leva les yeux lorsque j'entrai, le soulagement se lisant sur son visage. Mademoiselle Hayes, j'étais sur le point de vous faire appeler. Il y a eu un changement dans notre plan de traitement. J'ai parlé avec Luca, ai-je confirmé en me dirigeant immédiatement vers le chevet de Sophia. Ma fille était réveillée mais groggy, son petit visage perplexe face à l'agitation qui l'entourait. Maman, a-t-elle demandé d'une voix endormie. Que se passe-t-il? Je lui ai caressé les cheveux en lui adressant un sourire rassurant. Nous allons faire un petit voyage, ma chérie, dans un endroit calme où tu pourras te reposer et te rétablir. Mais papa vient aussi? Cette question me serra le cœur. Elle avait si vite accepté Luca dans ce rôle, comme si cette place avait toujours été faite pour lui. Oui, il sera avec nous. Je regardais le docteur Patel. Est-ce risqué de la déplacer si peu de temps après l'opération? Dans des circonstances normales, je ne le recommanderais pas, admit-elle doucement. Mais M. Moretti a prévu un équipement et des installations équivalents ou supérieurs à ceux dont nous disposons ici. Le transport lui-même est la principale préoccupation. Mais il sera bref. Compte tenu de la situation sécuritaire, cela pourrait en fait être plus sûr pour elle dans l'ensemble. Je me suis brièvement demandé ce que Luca lui avait dit ou proposé pour obtenir une telle coopération. Mais ce n'était pas le moment de poser la question. Quand partons-nous? Dans moins d'une heure. Nous attendons juste l'autorisation finale de l'équipe de transport médical. Elle a hésité. Et l'évaluation de sécurité de Luca ai-je terminé à sa place? Elle a hoché la tête, soulagée que je comprenne. M. Moretti semble très minutieux dans sa planification. Une vie entière consacrée aux plans d'urgence et aux stratégies de sortie. Bien sûr, il serait minutieux. Autrefois, j'avais trouvé cela étouffant. Mais maintenant, avec la sécurité de Sophia en jeu, je me sentais reconnaissant de sa paranoïa. Les 45 minutes suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Sophia fut transférée avec précaution sur un lit de transport, ses perfusions et son équipement de surveillance fixé pour le déplacement. Je restais à ses côtés, affichant un calme apparent alors que j'étais rongé par l'angoisse. Marco réapparut alors que l'équipe médicale effectuait les derniers préparatifs. Nous sommes prêts à partir. Le patron attend à l'entrée de service avec le véhicule de transport. Comment ça se passe? Je jetai un regard significatif à Sophia, ne voulant pas discuter des menaces devant elle. 3 véhicules leur et partent simultanément. La police locale a été informée d'un transfert médical VIP nécessitant une escorte. Ils pensent qu'il s'agit de l'enfant d'un diplomate. Son expression restait professionnellement neutre, mais ses mots laissaient transparaître une pointe de fierté. Protocole Moretti standard. L'efficacité était à la fois impressionnante et dérangeante. Mais combien de fois Luca avait-il déjà mené à bien des extractions similaires? Combien d'ennemis l'avaient poursuivi au fil des ans? Était-ce là la vie qui nous attendait? Toujours en fuite, toujours à surveiller les ombres. Nous traversâmes l'hôpital avec une précision rodée, utilisant les ascenseurs de service et les couloirs arrière pour atteindre la zone de chargement. Sophia, somnolente à cause des médicaments, somnolait pendant le transfert, heureusement inconsciente de la tension qui nous entourait. À l'entrée de service, un élégant véhicule médical noir attendait, le moteur en marche. Ce qui semblait être une ambulance standard n'en était pas une. Je m'en rendis compte lorsque nous nous approchâmes de l'extérieur renforcé, des vitres teintées et du blindage discret qui trahissait sa véritable fonction. Luca se tenait à côté, encore pâle après son opération, mais vêtu d'un costume impeccable, ne montrant aucun signe d'inconfort. Ses yeux ont immédiatement croisé les miens lorsque nous sommes sortis du bâtiment. Une communication silencieuse s'est établie entre nous, une priorité commune qui transcendait notre histoire compliquée. La sécurité de Sophia avant tout. Tout est prêt, a-t-il dit lorsque nous l'avons rejoint. Le vol part dans 40 minutes. Nous serons à Chicago avant la tombée de la nuit. En avion? Demandai-je, surpris. Je pensais que nous allions dans un établissement local. Les plans ont changé, répondit-il sèchement. Les renseignements suggèrent que l'opération Vasquez est plus importante que prévu initialement. Chicago offre une meilleure protection. Avant que je puisse protester,
Il tourna son attention vers Sophia, son expression s'adoucissant alors qu'il s'approchait de son lit de transport. « Bonjour, Piccolola. Comment te sens-tu » Sophia cligna des yeux en le regardant, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres malgré sa fatigue évidente. « J'ai sommeil. On part à l'aventure » En quelque sorte. Il effleura légèrement sa joue du bout des doigts. « Un avion spécial nous attend pour nous emmener dans un endroit sûr où tu pourras te reposer et reprendre des forces. »« Comme une princesse dans une tour ?» demanda-t-elle, son imagination transformant notre fuite désespérée en conte de fées. « Plutôt comme un château au bord d'un lac, corrigea-t-il doucement, avec des jardins que tu pourras explorer une fois que tu iras mieux. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Un vrai château ?»« Tout à fait, » promit-il en échangeant un regard avec moi par-dessus sa tête. Je réalisai avec surprise qu'il me demandait la permission, cherchant mon approbation pour la fiction qu'il créait afin d'apaiser ses craintes. J'acquiesçais légèrement, reconnaissante de sa sensibilité à ses émotions, malgré l'urgence de notre situation. Le chargement ne prit que quelques instants. L'équipe médicale travailla avec l'efficacité habituelle de la sécurité de Luca. Sophia fut bientôt installée à l'intérieur du véhicule. Le docteur Patel à ses côtés et les bips rassurants des appareils de surveillance, alors que je m'apprêtais à monter dans le véhicule, Luca m'a légèrement attrapé le coude. « Viens avec moi » m'a-t-il dit doucement. « Il y a quelque chose que tu dois savoir avant que nous arrivions à l'aérodrome. » L'angoisse m'a serré la poitrine, mais j'ai acquiescé, le suivant jusqu'à la cabine du véhicule après avoir déposé un rapide baiser sur le front de Sophia et lui avoir promis de la rejoindre rapidement. Une fois à l'intérieur, les portes se sont refermées, protégeant les passagers des regards indiscrets. Luca se tourna vers moi avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. « Ta sœur a essayé de te joindre, Mia. » Ce nom me semblait étranger après tant d'années de silence. « Comment le sais-tu? » Parce qu'elle m'a contacté en premier lorsque ses tentatives pour te retrouver ont échoué. Il observa attentivement ma réaction. « Elle travaille avec mon organisation depuis ton départ, nous aidant à te rechercher tout en conservant sa couverture. Cette révélation me fit l'effet d'un coup de poing. Elle a travaillé pour toi tout ce temps avec moi. » Il corrigea. « Au départ, pour t'aider à te retrouver. Plus tard, lorsque nos activités commerciales légitimes se sont étendues à Boston, elle a été affectée là-bas pendant près de 3 ans. Elle surveillait tout signe de toi ou du cartel. Mon esprit était en ébullition à cause des implications. Elle savait que j'étais à Boston. A-t-elle vu Sophia? Non. Son démenti fut immédiat et catégorique. Elle a identifié plusieurs femmes correspondant à ta description au fil des ans, mais aucune n'a été confirmée. Elle n'a jamais rien su de Sophia. Et maintenant, je lui ai demandé, luttant pour assimiler cette nouvelle trahison. Où était-ce de la protection? La frontière entre les deux avait toujours été floue, en ce qui concernait Mia. Maintenant, elle est en route pour Chicago. Elle pense que sa couverture a peut-être été compromise à l'approche des événements d'aujourd'hui. Sa mâchoire s'est crispée. La famille Vasquez l'a également prise pour cible. La culpabilité et la peur s'entremêlaient dans ma poitrine. Mia avait toujours été la plus téméraire de nous deux, se jetant tête baissée dans les situations tandis que je calculais les conséquences. Sa loyauté envers moi, aussi mal avisée que je puisse trouver ses méthodes, l'avait mise dans le collimateur de personnes qui n'hésiteraient pas à l'utiliser pour m'atteindre. « Sera-t-elle en sécurité? » demandai-je doucement. Une lueur d'approbation passa dans les yeux de Luca, malgré mon agitation. Ma première préoccupation était pour ma sœur, ce qu'il avait clairement remarqué et apprécié. « Elle est déjà sous ma protection, m'assura-t-il. Elle nous rejoindra à Chicago. » Le transport se mit alors en route et quitta l'hôpital, escorté par des véhicules banalisés à l'avant et à l'arrière. À travers la vitre de séparation, je pouvais voir Sophia dormir paisiblement, inconsciente des dangers qui l'entouraient et des changements irrévocables qui se produisaient dans son monde. « Je n'ai jamais voulu cela pour elle, murmurai-je. Plus à moi-même qu'à Luca, en réalité. » Sa main trouva la mienne dans l'espace qui nous séparait. Sa prise était chaude et solide, comme une encre dans des eaux agitées. « Je sais, » dit-il simplement. « Mais nous y ferons face ensemble. Ce contact entre nous, le premier contact volontaire que j'avais initié ou accepté depuis nos retrouvailles, me semblait significatif. Un pont au-dessus du gouffre de 5 années et d'innombrables malentendus. Aucun de nous ne l'a reconnu directement, mais aucun de nous ne s'est retiré tandis que le véhicule parcourait les rues de Boston,
en direction de l'aérodrome privé, où l'avion de Luca nous attendait, prêt à nous emmener vers un avenir que je ne pouvais même pas imaginer. As-tu des objets de valeur sentimentale dans ton appartement? Demanda Luca après plusieurs minutes de silence. Des photos, des souvenirs, des choses qui pourraient manquer à Sophia. Cette question pratique me tira de mes réflexions profondes. Oui, des albums photos, ses peluches préférées, une couette que ma grand-mère a confectionnée. Il acquiesça, tapant déjà un message d'une seule main sur son téléphone. Je demanderai à quelqu'un de les récupérer. Tout le reste peut être remplacé. Le rejet désinvolte de notre vie matérielle m'a blessé, même si je reconnais le pragmatisme qui se cache derrière. Ma librairie peut être vendue ou gérée à distance, si vous préférez. Son ton était neutre. J'ai des gens qui peuvent s'occuper de l'une ou l'autre option. Bien sûr qu'il en avait. Luca Moretti avait des gens pour tout, un vaste réseau de soldats loyaux qui exécutaient ses ordres sans poser de questions. C'était à la fois sa plus grande force et, à mes yeux, son trait de caractère le plus troublant. J'ai besoin de garder un certain contrôle sur ma propre vie, dis-je calmement mais fermement, en pensant à la vie de Sophia. Je ne peux pas simplement tout abandonner à votre gestion. Il se tourna légèrement sur son siège, m'observant de ses yeux sombres et pénétrants. Je ne vous demande pas de vous abandonner, Elisabeth. Je vous offre des ressources, une protection, des options, la sécurité. Ce que vous construisez avec ces ressources est entièrement votre choix. Vraiment? Ai-je rétorqué. Lorsque les ressources s'accompagnent de conditions invisibles, la seule condition est la sécurité et le bien-être de Sophia, a-t-il répliqué. Au-delà de cela, faites les choix que vous voulez. Je voulais le croire. Une partie de moi, plus importante que je ne voulais l'admettre, était attirée par la certitude qu'il offrait. Le sol solide après des années de sable mouvant sous mes pieds. Mais l'expérience m'avait appris qu'avec Luca, les choses étaient rarement aussi simples qu'elles le paraissaient. Et nous? Ai-je finalement demandé, exprimant la question qui planait entre nous depuis son retour. Quelles sont tes attentes à ce sujet? Son pouce a tracé un petit cercle sur ma main. Ce geste était si intime qu'il m'a coupé le souffle. Mes attentes n'ont pas changé en 5 ans, dit-il doucement. Mais j'ai appris la patience et peut-être un peu d'humilité. Avant que je puisse répondre, le véhicule ralentit et s'engagea sur une route privée menant à un petit aérodrome. À travers le pare-brise, je pouvais voir un élégant jet privé qui attendait sur le tarmac. L'escalier était déjà déployé. Nous sommes arrivés, fit remarquer Luca inutilement en lâchant ma main lorsque le véhicule s'arrêta. Nous poursuivrons cette conversation lorsque Sophia sera installée dans l'avion. Alors qu'il s'apprêtait à sortir du véhicule, je l'ai retenu par le bras. Luca, a-t-il dit en s'arrêtant, me regardant avec un sourcil levé. Merci d'être venu quand elle avait besoin de toi, de ne pas me détester pour ce que j'ai fait. Une expression complexe se lisait sur son visage. De la douleur, de la nostalgie, de la détermination. J'ai essayé de te détester, a-t-il admis, pendant environ 5 minutes. Puis tu m'as simplement manqué. La simple honnêteté de sa déclaration m'a frappé plus durement que n'importe quelle accusation ou exigence. Alors qu'il se détournait pour coordonner le transfert vers l'avion, je suis resté assise, réfléchissant à la signification de ces mots et à la route qui s'étendait devant nous, une route qui menait à la ville que j'avais fuie, à la vie que j'avais rejetée et à l'homme que je n'avais jamais vraiment réussi à oublier. Le jet privé vrombissait sous nos pieds, un cocon de luxe et de sécurité nous séparant du monde en dessous. Sophia avait été installée dans une section spécialement aménagée à l'arrière, transformée en un espace médical stérile où le docteur Patel pouvait surveiller son état pendant le vol. À mon grand soulagement, elle s'était endormie peu après le décollage, son petit corps commençant l'immense travail d'intégration des cellules saines de Luca dans les siennes. Je me tenais près d'un des hublots, regardant Boston disparaître sous les nuages. Ma librairie, mon appartement, la vie que j'avais construite pièce par pièce, avec soin, tout cela réduit à une grille de lumière qui s'éloignait sous nos pieds. 5 années d'indépendance, de fierté tranquille d'avoir survécu, d'avoir construit quelque chose qui m'appartenait en propre. 5 années à regarder par-dessus mon épaule, à me réveiller en sueur à cause de cauchemars où des silhouettes sombres découvraient notre cachette. À vérifier 3 fois par nuit les verrous des fenêtres de Sophia. Était-ce la liberté ou simplement une autre sorte de cage, une cage que j'avais moi-même construite?
Elle est stable. La voix de Luca interrompit mes pensées alors qu'il s'approchait de la zone médicale. Le docteur Patel dit que ses signes vitaux sont bons. J'acquiesçais, incapable de trouver les mots pour exprimer la tempête d'émotions qui m'agitait. Le soulagement pour Sophia, la peur d'un avenir inconnu, le chagrin pour ce que nous laissions derrière nous, et sous tout cela, un courant perfide de quelque chose qui ressemblait à de l'excitation, le frisson interdit du danger qui avait toujours accompagné la présence de Luca dans ma vie. Il se tenait à côté de moi, près de la fenêtre, suffisamment près pour que je puisse sentir sa chaleur, sentir les notes familières de cèdre de son eau de Cologne. Nous avions été physiquement plus proches dans le transport, nos mains se touchant. Mais d'une certaine manière, cette proximité semblait plus intime. Un choix de partager l'espace plutôt que des circonstances qui nous forçaient à être ensemble. J'ai organisé un appel vidéo avec Mia une fois que nous serons à l'altitude de croisière, dit-il d'une voix soigneusement neutre. Elle a hâte de te parler. Je me tournai vers lui, étudiant le profil qui hantait mes rêves depuis 5 ans. Dans la douce lumière de la cabine, les nouvelles rides au coin de ses yeux étaient plus apparentes. La preuve des années qui avaient passé, des stress dont je ne savais rien. « Que lui as-tu dit ?» demandai-je à propos de nous. « À propos de Sophia? Seulement que vous êtes tous les deux en sécurité et en route pour Chicago. » Son regard resta fixé sur les nuages à l'extérieur. Le reste devrait venir de toi. J'appréciais l'espace qu'il me laissait pour façonner mon propre récit, même si les questions me brûlaient à l'intérieur. Depuis combien de temps travaille-t-elle vraiment avec toi? Il se tourna alors vers moi et me regarda droit dans les yeux. Elle n'a jamais arrêté. Après ton départ, elle était dévastée, elle se reprochait tout. Quand la famille Vasquez a commencé à tourner autour, à la recherche de l'argent et des informations manquantes de Daniel, elle est venue me demander de l'aide à nouveau. Je lui ai offert ma protection en échange de son aide pour te retrouver. Et cette aide impliquait de déménager à Boston, de mettre en place une sorte de réseau de surveillance. L'idée que ma sœur vive dans la même ville, qu'elle puisse me croiser dans la rue sans que je le sache, m'a donné des frissons. Au départ, elle était basée à Chicago et suivait des pistes à travers tout le pays. Lorsque nous avons réduit nos recherches au nord-est, elle a déménagé à Boston il y a 2 ans. Un muscle de sa mâchoire se contracta. Elle t'a retrouvé il y a 8 mois. Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. 8 mois. Elle savait où j'étais depuis 8 mois et n'a jamais pris contact. Sur mes instructions, admet Luca, sans s'excuser. Nous avions alors confirmé la présence du cartel dans la région. Prendre contact aurait pu vous exposer tous les deux. Elle a convenu qu'il était plus sûr de garder ses distances pendant que nous neutralisions la menace. Donc, elle m'a surveillé et t'a fait rapport. Cette violation m'a blessé, même si une partie rationnelle de moi comprenait l'instinct protecteur qui la motivait. Elle veillait sur vous, corrigea-t-il. Il y a une différence. Elle s'assurait que personne ne s'approche suffisamment pour vous identifier, vous ou Sophia, et restait à l'affût de toute rumeur concernant une femme correspondant à votre description. Je me détournais, ayant besoin de prendre de la distance face à son intensité tandis que j'assimilais cette information. Et vous? Avez-vous reçu des rapports réguliers sur ma vie au cours des 8 derniers mois? Mes habitudes, mes amis, mes affaires, uniquement des informations de base sur ma sécurité. Sa voix s'était légèrement adoucie. J'ai respecté ton choix de partir, Elisabeth. Je n'ai pas espionné les détails intimes de ta vie, seulement ses failles en matière de sécurité. J'ai noté avec une pointe d'amertume. Oui, il ne s'est pas excusé pour cela, et heureusement que je l'ai fait, sinon nous n'aurions peut-être pas été prêts lorsque l'hôpital a appelé. Il avait raison, et nous le savions tous les deux. Sans ses ressources, sa préparation, sa réaction immédiate, Sophia serait peut-être encore dans cet hôpital, vulnérable face aux personnes qui me traquaient depuis 5 ans à mon insu. Cette prise de conscience m'a fait perdre toute envie de me battre. Je me suis affalé dans l'un des fauteuils en cuir moelleux. Je me sentais soudainement épuisé. Je ne sais pas quoi penser de tout cela. Luca, reconnaissante, en colère, trahie, soulagée. Tout est mélangé. Il s'est assis en face de moi, la posture détendue, mais le regard vif, ne manquant rien. Tu n'as pas besoin de te décider tout de suite. Nous avons le temps, vraiment. J'ai l'impression que tout va à une vitesse folle. Il y a 24 heures, ma plus grande préoccupation était de savoir si la nouvelle livraison de romans policiers arriverait avant le week-end.
Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Tu as toujours aimé tes livres. Je me souviens t'avoir trouvé dans ma bibliothèque la première semaine, recroquevillé avec Marquise alors que tu étais censé être au dîner. Le souvenir refit surface. Son immense bibliothèque avec ses étagères allant du sol au plafond. Le fauteuil en cuir près de la fenêtre où je m'étais caché. Je m'étais plongé dans 100 ans de solitude pour échapper à la réalité de ma situation. Je m'attendais à ce qu'il se mette en colère lorsqu'il m'a trouvé. Au lieu de cela, il s'est simplement assis dans le fauteuil adjacent et m'a demandé ce que je pensais du livre jusqu'à présent. Ce fut notre première vraie conversation. La première fois que j'ai entrevu l'homme derrière sa redoutable réputation. Tu as cité toute la première phrase de mémoire, me suis-je souvenu doucement. Ses yeux se sont réchauffés de surprise que je m'en souvienne. Plusieurs années plus tard, alors qu'il faisait face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia se souvint de cet après-midi lointain où son père l'avait emmené découvrir la glace, les mots familiers suspendus entre nous. Un pont entre le temps, la distance et la douleur. J'ai toujours cet exemplaire, dit-il après un moment, avec vos notes dans les marges. Avant que je puisse répondre, Marco s'approcha, son expression stoïque habituelle bien en place. La connexion sécurisée est établie, patron. Madame Collins est en attente. Luca acquiesça. Nous allons prendre l'appel dans la salle de conférence. Alors que Marco s'éloignait, Luca se leva et me tendit la main. Une offre d'aide, pas une exigence. Après une brève hésitation, je l'ai prise, lui permettant de m'aider à me relever. Quelle que soit ta décision pour l'avenir, dit-il doucement. Souviens-toi que Mia a passé 5 ans à essayer de te protéger à sa manière, tout comme tu as protégé Sophia. Ce doux rappel de notre priorité commune, la protection de ceux que nous aimions, quel qu'en soit le prix, m'a rassuré alors que nous nous dirigions vers la petite salle de conférence du JED où une tablette sécurisée avait été installée pour l'appel. Le visage de Mia est apparu à l'écran et j'ai dû le souffle couper en la voyant. 5 années avaient ajouté de subtiles rides autour de ses yeux et d'une nouvelle maturité à ses traits, mais son expression anxieuse, pleine d'espoir et déterminée était exactement comme dans mes souvenirs. « Elisa, soupira-t-elle, les yeux rivés sur moi. « Mon Dieu, c'est vraiment toi, Mia. » Ma voix se brisa en prononçant son nom. Des années d'absence, d'incompréhension et d'amour se heurtaient dans ces 2 syllabes. Luca me serra doucement l'épaule avant de s'éloigner. « Je vais voir Sophia. Prends tout le temps qu'il te faut. » Il quitta la pièce en refermant la porte derrière lui. Les yeux de Mia suivirent ses mouvements avec une familiarité qui confirmait leur longue relation. « Il t'a trouvé, dit-elle, avec une sorte d'émerveillement dans la voix. Après tout ce temps, ce n'est pas lui qui m'a trouvé, rectifiai-je. C'est le destin, apparemment, ou la science médicale. Je lui expliquai brièvement l'état de Sophia, la compatibilité de la moelle osseuse, l'appel de l'hôpital à Luca. À chaque révélation, l'expression de Mia passait de la stupéfaction à la compréhension, puis à une douleur profonde et complexe. « Une enfant, murmura-t-elle. Ma nièce et moi, nous ne le savions pas. Personne ne le savait, ai-je dit, incapable de dissimuler la défensive dans ma voix. C'était justement le but. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? La douleur dans sa question était sincère. Même si tu devais fuir loin de lui, loin de cette vie, pourquoi m'avoir complètement exclu? Parce que c'est toi qui m'as mise là, ai-je répondu, la vieille colère refaisant surface. Tu m'as livré à lui comme une sorte d'offrande, un paiement pour tes dettes. Mia a tressailli comme si je l'avais giflé. C'est ce que tu penses qu'il s'est passé? N'est-ce pas? Elle a secoué lentement la tête, l'incrédulité se lisant sur son visage. Eliza, je suis venu demander de l'aide à Luca parce que Daniel t'avait prise pour cible. La famille Vasquez pensait que tu étais impliqué dans son détournement de fonds. Ils en avaient après toi pour nous 2. C'est ce que prétend Luca, ai-je reconnu. Mais pourquoi cette supercherie? Le champagne drogué, le réveil dans son penthouse sans aucune explication? Parce que tu n'aurais pas cru la vérité, a-t-elle répondu simplement. Tu continuais à défendre Daniel, à trouver des excuses pour lui, même après avoir découvert la preuve de ses aventures. Si je t'avais dit qu'il était impliqué dans le blanchiment d'argent du cartel, qu'il t'avait impliqué pour se sauver, aurais-tu accepté de suivre Luca pour te protéger? Vu sous cet angle, son raisonnement avait un sens, même s'il était tordu. L'Élisa d'il y a 5 ans était naïve, trop confiante, désespérée de sauver quelque chose de son mariage en ruine.
Tu aurais quand même dû me laisser le choix, ai-je insisté, mais avec moins de conviction. Peut-être. Les yeux de Mia brillaient de larmes contenues. Mais je ne pouvais pas risquer ta vie pour un peut-être. Pas alors que la famille Vasquez avait déjà tué 2 associés de Daniel et leur femme. C'était une nouvelle information, une dimension plus sombre du danger dans lequel je me trouvais. Luca ne m'avait jamais parlé de ça. Il ne l'aurait pas fait, confirma-t-elle. Il essayait de te protéger du pire. Nous essayons tous les deux. Elle hésita, puis ajouta doucement. Daniel a disparu 3 jours après que tu sois allé chez Lucas. Ils ont retrouvé des morceaux de son corps échoués sur les rives du lac Michigan pendant des semaines. L'horreur m'envahit. Pas pour l'homme qui m'avait trahi de toutes les manières imaginables, mais pour avoir failli partager son sort. Sans l'intervention de Mia, sans la protection de Luca. Je suis désolé, continua Mia alors que je restais silencieuse, digérant cette révélation. Pour la tromperie, pour les années de séparation, pour avoir manqué l'occasion de connaître ma nièce. Mais je ne suis pas désolé de t'avoir gardé en vie, Eliza. Je referai le même choix. Son menton familier et obstiné. La farouche protection dans ses yeux. C'était la sœur que j'avais connue toute ma vie. Impulsive, parfois mal avisée, mais loyale jusqu'au bout. Elle a ton sourire, dis-je finalement, la colère s'estompant pour laisser place à une acceptation douce amère. Sophia, quand elle trouve quelque chose de drôle, elle a les mêmes rides au coin des yeux. Mia retint son souffle, les larmes coulant enfin sur ses joues. Parle-moi d'elle, s'il te plaît. Alors que nous volions vers Chicago et un avenir incertain, j'ai parlé à ma sœur de sa nièce, de ses premiers pas et de ses livres préférés, de ses crises de colère obstinées et de ses gentillesses surprenantes, de la faussette sur sa joue gauche et de sa passion pour les dragons violets. À chaque détail, à chaque rire partagé et à chaque sourire larmoyant, les années de séparation semblaient se réduire, non pas disparaître, mais devenir surmontables. Lorsque Luca revint pour nous informer que nous commencions notre descente, quelque chose de fondamental avait changé. Pas exactement le pardon, mais la compréhension. Le début d'un pont vers la sœur que j'avais perdue. Nous atterrirons dans 20 minutes, dit Luca, les yeux passant de mon visage à l'écran, évaluant le résultat de notre conversation. Mia, la voiture vous attendra à l'entrée de service comme prévu. Elle acquiesça. Tout est réglé maintenant. Je serai là. L'équipe a déjà sécurisé le périmètre. À la fin de l'appel, j'ai regardé Luca avec une nouvelle lucidité. Vous planifiez cela depuis des mois, n'est-ce pas? Pas seulement depuis l'appel de l'hôpital, mais depuis que Mia m'a retrouvé à Boston. Il n'a pas insulté mon intelligence en le niant. La planification d'urgence est une seconde nature dans mon monde. Oui, j'avais mis en place des protocoles d'extraction dès que nous avons confirmé votre emplacement. Pour quand la famille Vasquez me retrouverait, ai-je conclu. Pour quand, pas si, corrigea-t-il d'un ton sinistre. Il n'allait jamais cesser de chercher. Les informations volées par Daniel étaient trop précieuses et leur fierté trop blessée. J'aurais dû me sentir manipulé. Mais au lieu de cela, un étrange calme m'envahit. Le jeu d'échecs élaboré auquel Luca avait joué pendant que je restais inconsciente avait été pour ma protection. La mienne et celle de Sophia. Cette prise de conscience n'effaçait pas les complications entre nous, mais les présentait sous un jour différent. Je dois aller voir Sophia avant d'atterrir, dis-je en me levant. Luca acquiesça et s'écarta pour me laisser passer. Mais alors que je me dirigeais vers l'infirmerie, je m'arrêtai à côté de lui. Sans trop réfléchir, j'ai posé ma main sur sa joue. Le premier contact volontaire que j'avais initié depuis nos retrouvailles. Merci, ai-je dit doucement, de nous avoir protégés alors que je ne savais pas que nous en avions besoin. Son expression est restée soigneusement contrôlée, mais j'ai senti son visage se pencher légèrement vers ma paume, signe infime de vulnérabilité sous son armure. Toujours, répondit-il simplement. L'atterrissage fut en douceur. La transition de l'avion au véhicule qui nous attendait s'effectua avec une précision militaire. Sophia, toujours endormie sous sédatif, fut transférée dans un véhicule médical, tandis que le docteur Patel donnait des instructions à la nouvelle équipe médicale qui attendait sur le tarmac. Je restais aux côtés de ma fille, émerveillé par la facilité avec laquelle l'univers de Luca nous absorbait, nous enveloppant dans son étreinte protectrice. Le convoi a traversé les rues de Chicago avec détermination, les escortes policières nous ouvrant la voie, même si je soupçonnais que c'était plutôt l'influence de Luca que la coopération officielle qui en était responsable.
Alors que le paysage urbain cédait de la place à de riches banlieues et finalement à des propriétés exclusives au bord du lac, j'ai regardé le paysage défiler avec une sensation surréaliste de déjà-vu. Chicago avait été ma ville avant Daniel, avant Luca, pendant la brève période d'indépendance qui avait suivi l'université. J'avais alors aimé son énergie, son mélange assumé de caractère et de sophistication. Aujourd'hui, elle me semblait étrangère, familière dans ses grandes lignes, mais étrange dans les détails. Lorsque nous sommes arrivés, le domaine n'était pas celui auquel je m'attendais. Dans mon esprit, Luca Moretti vivait dans une forteresse ultramoderne, tout en verre et en acier, avec un système de sécurité ostentatoire. Au lieu de cela, les portes se sont ouvertes sur un domaine qui semblait appartenir à une autre époque. Des arbres matures bordaient une allée sinueuse, laissant entrevoir le lac Michigan qui scintillait entre eux, et au centre, un manoir en pierre qui réussissait à être imposant sans paraître froid. Il a été construit dans les années 1120, commenta Luca à côté de moi, remarquant ma surprise. Je l'ai fait restaurer plutôt que remplacer. Certaines choses méritent d'être préservées. Cette déclaration lourde de sens flottait entre nous, tandis que le convoi contournait l'arrière de la maison où une entrée médicale discrète avait été préparée. Les heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon d'activités. Sophia a été installée dans une chambre d'hôpital que quelqu'un avait pris soin de rendre accueillante pour les enfants avec des peintures murales colorées et une banquette près de la fenêtre donnant sur les jardins. Le personnel médical a mis en place des routines de surveillance. Le personnel de sécurité s'affairait en silence et avec efficacité en arrière-plan. Tout au long de cette période, Luca est resté présent, ni envahissant ni distant, prenant les décisions nécessaires, mais s'en remettant sans hésitation à l'expertise médicale lorsqu'il s'agissait des soins prodigués à Sophia. Je l'ai observé d'un œil nouveau, voyant à la fois l'homme que j'avais connu il y a 5 ans et celui qu'il était devenu en mon absence. À la tombée de la nuit, alors que l'état de Sophia s'était stabilisé, le docteur Patel a insisté pour que je me repose. Elle dormira toute la nuit grâce aux médicaments. Vous devez recharger vos batteries. Demain sera une journée cruciale pour vous deux. À contre-cœur, je me suis laissé conduire de la chambre de Sophia à une suite adjacente, reliée à la sienne par une salle de bain commune. L'espace était élégant sans être ostentatoire. Des murs couleur crème, des meubles en bois foncé, un lit qui semblait incroyablement confortable après le stress des derniers jours. Vos affaires arriveront demain, m'informa Luca depuis le seuil de la porte, respectant la limite du seuil. J'ai demandé à Marco de récupérer les objets que vous avez mentionnés, ainsi que tout ce qui semblait personnel ou sentimental. Merci. Je m'assis lourdement sur le bord du lit, le poids de tout cela me rattrapant enfin. L'installation médicale, les chambres, l'attention. Il m'observa un instant, son expression s'adoucissant. Vous devez savoir que Mia est arrivée à bon port. Elle est dans l'aile est si vous souhaitez la voir. Bien que je lui ai suggéré d'attendre demain matin, j'acquiesçais, reconnaissante de pouvoir digérer une réunion à la fois. Demain serait mieux. Reposez-vous. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. Élisabeth. Je levai les yeux et croisai son regard à travers la pièce. Bienvenue à la maison, dit-il doucement. Puis il ferma la porte derrière lui, derrière lui, me laissant seul avec la signification de ces deux mots simples. Maison. Est-ce que cet endroit pouvait devenir cela? Pas seulement un refuge pendant la convalescence de Sophia, mais quelque chose de plus permanent. Cette pensée aurait dû me terrifier. Mais alors que je m'allongeais sur le lit, trop épuisé même pour me changer, je me surpris à envisager cette possibilité avec une ouverture d'esprit surprenante. Le Luca Moretti qui était revenu dans nos vies n'était pas le même homme que celui que j'avais fui 5 ans auparavant. Ou peut-être le voyais-je simplement plus clairement maintenant, comprenant le contexte de ces actions que j'avais autrefois interprétées à travers le prisme de la peur et du ressentiment. Et je n'étais plus la même Élisabeth qui s'était enfuie dans la nuit, enceinte et terrifiée. La vie avec Sophia avait endurci quelque chose en moi, un noyau d'acier qui avait toujours été là, mais qui n'avait jamais été mis à l'épreuve. Je n'étais plus quelqu'un qui pouvait être possédé ou contrôlé, même par un homme aussi puissant que Luca. C'était peut-être pour cela qu'il me regardait différemment depuis nos retrouvailles. Avec respect et désir, avec la reconnaissance d'une égale plutôt que la protection d'une chose fragile. Ces pensées m'ont suivi dans mes rêves où le passé et le présent se confondaient.
Sophia courant dans les jardins que j'avais aperçus depuis la fenêtre de la voiture. Luca lui faisant la lecture dans la bibliothèque où nous avions vraiment parlé pour la première fois. Mia riant en apprenant à sa nièce à faire les biscuits de Noël de notre enfance. Je me suis réveillé à l'aube au son doux de mon téléphone. Une alerte médicale programmée pour m'avertir de tout changement dans l'état de santé de Sophia. Le cœur battant, j'ai vérifié le message et j'ai constaté qu'il ne s'agissait pas d'une urgence, mais d'une bonne nouvelle. Ses premiers résultats sanguins après la greffe étaient prometteurs, les cellules du donneur commençant à s'implanter. Soulagé, je me suis dirigé vers sa chambre, où je l'ai trouvé dormant paisiblement, le teint déjà légèrement amélioré. Le docteur Patel a levé les yeux de son dossier avec un sourire prudent. Il est encore trop tôt, m'a-t-elle averti, mais la réponse initiale est encourageante. Son corps accepte les nouvelles cellules sans résistance significative. Dieu merci, ai-je soupiré en prenant ma place habituelle dans le fauteuil à côté de son lit. Il y a quelqu'un d'autre qui voudra entendre cette nouvelle, a fait remarquer le docteur Patel en hochant la tête vers la porte. Je me suis retourné et j'ai vu Luca debout, impeccablement habillé comme toujours, mais avec des signes subtils d'une nuit blanche sous ses yeux. Lorsque nos regards se sont croisés, quelque chose s'est passé entre nous. Un soulagement, un objectif commun, la reconnaissance tacite que quoi qu'il arrive, le bien-être de Sophia resterait notre priorité absolue. Bonne nouvelle? Demanda-t-il, même si je soupçonnais qu'il avait déjà été informé. Le meilleur départ possible, confirma le docteur Patel. J'ai ajusté son traitement médicamenteux en fonction de ses résultats. Si vous voulez bien m'excuser, je dois consulter l'équipe d'hématologie. Alors qu'elle s'éloignait, Lucas s'approcha du lit de Sophia avec la même révérence prudente que j'avais remarquée à l'hôpital, comme s'il n'était toujours pas sûr d'avoir le droit d'être près d'elle, de revendiquer le titre de père que la biologie lui avait accordé. Elle a ta force, dis-je doucement. Les médecins de Boston ont toujours été impressionnés par la façon dont elle a supporté les traitements, dont elle s'est remise. Une lueur de fierté brilla dans ses yeux. Elle a ta résilience, rétorqua-t-il. Et dit Jean, rétorqua-t-il, je n'ai toujours été qu'obstiné. C'est toi qui reconstruis, qui t'adaptes. Ce compliment, sincère et sans arrière-pensée, réchauffa mon cœur. Nous restâmes debout dans un silence complice, regardant notre fille dormir, jusqu'à ce que Luca reprenne la parole. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier à propos du contrôle de la construction de ta propre vie. Sa voix était mesurée, réfléchie. Je veux te montrer quelque chose quand tu seras prête. Quelque chose qui pourrait t'aider à voir la voie à suivre ici. Ma curiosité était à son comble. Je lui ai jeté un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Mieux vaut montrer que raconter. Le coin de sa bouche s'est légèrement relevé. Ce n'est pas loin, juste à la limite de la propriété, quand Sophia se réveillera et que tu auras pris ton petit déjeuner. Si le docteur Patel estime qu'elle est suffisamment stable pour que tu puisses t'absenter pendant 30 minutes. Je me suis surprise à acquiescer, intrigué malgré ma prudence. D'accord. 3 heures plus tard, Sophia était réveillée, avait mangé et regardait des dessins animés avec satisfaction sous l'œil vigilant de Mia. Nos retrouvailles ce matin-là avaient été émouvantes mais apaisantes, le premier pas vers la reconstruction de ce que nous avions perdu. J'ai suivi Luca le long d'un chemin de pierre qui serpentait à travers des jardins encore luxuriants de fleurs de fin d'été. Où allons-nous exactement? Ai-je demandé alors que nous passions par une ouverture dans une haute haie pour entrer dans une partie du domaine que je n'avais pas aperçue depuis la maison. Patience, a-t-il répondu, ce sourire fantomatique jouant à nouveau sur ses lèvres. C'est juste devant. Le chemin s'ouvrit sur une clairière près du bord du lac où se dressait un petit bâtiment. De construction récente, à en juger par son aspect, il était doté de grandes fenêtres et d'un porche qui en faisait le tour. Il ressemblait à s'y méprendre à une version surdimensionnée de ma librairie à Boston, jusqu'aux bordures bleues que j'avais choisies pour les fenêtres. « Qu'est-ce que c'est? » demandai-je en m'arrêtant net. Luca sortit une clé de sa poche et me l'attendit. « Voyez par vous-même. » D'un pas hésitant, je m'approchai du bâtiment, pris la clé et ouvris la porte. À l'intérieur, je découvris des dizaines d'étagères, vides mais magnifiquement conçues, alignées le long des murs peints exactement de la même couleur crème que celle que j'avais utilisée à Boston. Un comptoir se trouvait à une extrémité et un coin lecture avec des fauteuils confortables à l'autre. C'était en tout point une librairie qui n'attendait qu'à être remplie.
Je ne comprends pas, dis-je en me retournant vers Luca, qui m'avait suivi à l'intérieur. Tu as construit cela il y a 3 mois, après que Mia ait confirmé ton emplacement et ta profession à Boston. Il s'avança dans la pièce, les mains dans les poches, une posture inhabituellement décontractée qui trahissait une pointe d'incertitude. Le plan était de te le proposer lorsque le moment serait venu de discuter de l'avenir de Sophia. Un compromis, l'indépendance dans des limites sûres. Cette révélation me coupa le souffle. Alors que j'étais inconsciente à Boston, il avait tout planifié, non seulement pour notre protection, mais aussi pour mon bonheur, mon sentiment d'avoir un but. Tu m'as construit une librairie, dis-je, encore sous le choc de l'ampleur du geste. Je t'ai construit un choix, corrigea-t-il doucement. Un moyen de préserver ce qui compte pour toi tout en tenant compte de ce qui compte pour moi. Cela peut être une entreprise si tu le souhaites, ou simplement une bibliothèque privée que tu peux ouvrir au public ou garder comme sanctuaire. C'est à toi de choisir. Je me suis déplacé dans la pièce, passant mes doigts sur le bois poli des étagères, essayant de concilier ce geste attentionné avec l'image que j'avais depuis longtemps de Luca, celle d'une personne qui contrôlait plutôt que de collaborer. Et si je choisissais de partir définitivement, ai-je demandé, non pas parce que j'en avais l'intention, mais parce que j'avais besoin de comprendre les paramètres, alors cet endroit resterait vide jusqu'à ce que tu changes d'avis. Sa voix était calme, assurée. Je te l'ai dit hier, la seule chose non négociable est ma présence dans la vie de Sophia. Tout le reste peut se discuter. Je me suis tourné vers lui, le voyant soudain clairement, non pas comme le spectre que j'avais fui, ni comme le seigneur criminel de Chicago, mais comme un père prêt à remuer ciel et terre pour son enfant. Un homme qui avait passé 5 ans à chercher ce qu'il avait perdu. Un partenaire proposant des compromis plutôt que des exigences. Je ne veux pas partir, ai-je admis. La vérité me surprenait moi-même. Pas encore, peut-être jamais. Mais j'ai besoin de temps, Luca, pour m'adapter, pour reconstruire la confiance, pour comprendre ce que cela, j'ai fait un geste entre nous, pourrait devenir. Il s'est approché lentement, me laissant le temps de reculer si je le souhaitais. Quand je restais sur place, il s'arrêta juste assez près pour que je puisse sentir sa chaleur, voir les reflets ambrés dans ses yeux sombres. Nous avons le temps, dit-il doucement. Nous trouverons le reste ensemble. Au loin, je pouvais entendre le rire de Sophia s'échapper de la maison. Notre fille était entourée de personnes prêtes à la protéger au péril de leur vie. Elle entamait son chemin vers la guérison, et devant nous s'étendaient des possibilités que je n'avais pas osé imaginer. Une vie qui n'appartenait ni entièrement au monde de Luca, ni n'en était complètement séparée, mais quelque chose de nouveau que nous pourrions construire ensemble. Je tendis la main, comblant la dernière distance entre nous, mes doigts s'entrelaquant avec les siens. Ce n'était pas une capitulation, mais une collaboration. Pas une fin, mais un commencement. Ensemble, j'ai accepté, scellant la promesse d'une douce pression. Le chemin qui nous attendait ne serait ni simple ni rectiligne. Il y aurait des défis à relever, médicaux, émotionnels, pratiques. À mesure que Sophia se remettrait et que nous naviguerions dans les complexités de notre nouvelle réalité. La menace